Vous êtes sur CCTV Français, bonjour à tous. Nous commençons cette édition avec les dernières informations concernant le glissement de terrain dans le sud de la Chine, à Shenzhen. Alors que les opérations de secours sont toujours en cours, s'est tenue une cérémonie d'hommage aux victimes de la catastrophe. Plusieurs personnes se sont rassemblées sur le site de secours à 11h40 pour rendre un hommage silencieux et les sirènes ont retenti pendant 3 minutes pour les victimes en deuil. Samedi est le 7e jour après le drame. Et pour les Chinois, c'est traditionnellement le jour pour organiser un deuil. L'incident s'est déroulé dimanche dernier quand une montagne de boue et de terre issue de travaux de construction s'est effondrée sur le parc industriel de Rongtaiyu en ensevelissant et endommageant 33 bâtiments. Jusqu'à présent, une personne a pu être secourue, 4 sont décédés et plus de 70 sont toujours portés disparus. Depuis le glissement de terrain survenu dimanche à Shenzhen, le bilan effectif des victimes est de 4 personnes. Un survivant a pu être retiré des décombres mercredi, mais plus de 70 personnes sont toujours portées disparues. Certains experts font part de difficultés liées à ces opérations de sauvetage. Les recherches et opérations de secours se poursuivent. Plus de 5000 personnes luttent contre la montre pour tenter de repérer tout signe de vie dans la boue et les décombres. Ils ont divisé le site en 16 zones de recherche et 4 équipes principales sont impliquées. Jusqu'à présent, nous avons retiré près de 5 mètres de terre en profondeur dans notre zone de recherche et nous allons poursuivre les opérations de dégagement. Mais il est très difficile de déterminer la position exacte des personnes disparues, ce qui rend plus difficile cette opération de secours. Les prévisions météo annoncent de possibles précipitations au cours des prochains jours, ce qui pourrait provoquer des désastres secondaires. Mahaito et ses collègues sont sur place avec des radars perfectionnés, contrôlant les derniers changements sur la totalité de la zone du désastre. C'est également dangereux pour ces secouristes qui mènent des recherches dans ces bâtiments en ruine. Nous allons poursuivre notre surveillance et quand les informations arrivent à un niveau critique, il y aura une alarme et nous aviserons immédiatement le centre de commandement des secours. Pour intensifier les opérations de recherche, des centaines d'excavateurs ont été amenés des villes voisines pour dégager avec précaution l'immense volume de terre et de décombres. La conférence centrale de travail rural a débuté jeudi dernier. Les décideurs chinois se sont rassemblés pour discuter des mesures à prendre l'an prochain afin de stimuler le développement de vastes zones rurales du pays. Les politiques dont vont décider seront incluses dans le document annuel numéro 1 du gouvernement central. Les responsables chinois indiquent que pour l'année 2016, le document portera principalement sur l'intégration des secteurs primaires, secondaires et tertiaires dans les zones rurales, ainsi que sur l'agriculture moderne et le développement du commerce en ligne. Les réformes structurelles sont un élément clé de la conférence centrale de travail économique qui vient de se terminer. Cela inclut les politiques publiques de développement du secteur agroalimentaire. Nous partons tout de suite dans l'est de la Chine pour tenter de comprendre ce qui a changé dans ce secteur en 2015. C'est bientôt la fin de l'année. Les machines de cette usine de transformation agricole de la ville de Yancheng tournent à plein régime. Le riz produit ici est quasiment 50% plus cher que le riz de base. Mais les commandes ne cessent d'affluer. Pourquoi est-il si cher? Car il est produit dans de grandes fermes. C'est de la production de très haute qualité. Cette grande ferme est un modèle expérimental de culture agricole. Les propriétaires des parcelles sont autorisés à transférer librement leurs terres, ce qui a donné naissance à une exploitation de grande taille. Cela a éliminé les barrières entre les champs et permis de gagner 5% de surface en plus. Et dans le même temps, les champs sont assez gros pour pouvoir utiliser de grandes machines agricoles afin d'accroître la productivité totale. Ce n'est pas de cette manière que les paysans travaillaient par le passé. Auparavant, chaque personne cultivait uniquement ses propres parcelles, ce qui était inefficace. Les choses doivent être améliorées. Par exemple, l'excès d'engrais. Nous sommes 1,9 fois au-dessus des limites internationales, mais notre productivité est de 47% inférieure aux niveaux internationaux. Les experts estiment que pour rendre l'agriculture plus sûre, plus verte et plus efficace, il faut optimiser l'organisation des exploitations agricoles, ainsi que les méthodes de transformation et de transport.
Nous devons nous concentrer sur l'ajout de nouveaux facteurs de production dans le secteur agricole. Mais maintenant, nous devons explorer les moyens d'utiliser les ressources existantes de manière plus efficace. Par exemple, en augmentant la taille des exploitations et en améliorant la logistique. La production agricole a cette année battu un nouveau record. Elle a en effet atteint les 615 millions de tonnes, soit 7,5 millions de tonnes de plus que l'an dernier. De nombreuses façons de gérer les productions rurales ont été évoquées lors des conférences annuelles de travail sur l'économie centrale et sur la production rurale. La gestion fiduciaire a notamment été abordée dans la province du Heilongjiang, dans le nord de la Chine. Elle est en partie mise en pratique. Huang Gongtie, un travailleur migrant, rentre chez lui dans un petit village de la province du Heilongjiang après une année passée à travailler ailleurs. Il a prévu de vendre son dernier lot de maïs. Depuis l'année dernière, Huang a confié la gestion de ses terres agricoles d'une surface d'environ 6,7 hectares à la coopérative locale. Le procédé permet aux fermiers locaux tels que Huang de payer les coopératives locales afin qu'elles s'occupent de planter et de récolter pour eux. Pour la gestion de mes terres, je paie chaque année une somme d'environ 4 000 yuan qui n'est pas supérieure à mes coûts antérieurs. Mais j'ai plus de temps pour travailler hors du village. Actuellement, mon profit net issu de l'exploitation de la terre peut atteindre les 50 000 voire 60 000 yuan. Cela me suffit. Huang n'est pas le seul villageois à profiter des avantages offerts par la gestion fiduciaire des terres. Guan Huai, âgé de 65 ans, a également adhéré à ce système. Il explique que grâce à la gestion fiduciaire, les coopératives locales l'aident à planter, à fertiliser et à moissonner ses terres. De plus, grâce à des techniques agricoles plus modernes, la récolte de cette année a été plus importante que celle des 2 dernières années. Cette année, j'ai récolté environ 700 kilos, ce qui représente 200 kilos de plus que les années précédentes. De la plantation à la récolte, la coopérative locale a tout fait pour moi. Dans la province du Heilongjiang, environ 27 000 hectares de terres agricoles ont ainsi été mis en gérance. Cela constitue un nouveau mode de gestion des terres pour les fermiers qui voient ainsi leur productivité et leurs revenus augmenter. La Chine fait partie des pays qui ont le plus fort taux d'activité des femmes, mais comme ailleurs, les femmes chinoises font face à une multitude d'obstacles qui pénalisent leur carrière. Selon la Banque mondiale, 70% des Chinoises ont une activité professionnelle, ce qui est plus qu'aux États-Unis. Mais seuls 8% des membres des conseils d'administration des entreprises chinoises sont des femmes, contre 15% aux États-Unis. Partons tout de suite à la rencontre de quelques-unes de ces femmes qui ont réussi à surmonter tous ces obstacles. Une nouvelle journée débute pour Eugene, mère de 2 enfants et associée dans un cabinet de conseil international. Des femmes occupant des postes importants tels que le sien sont rares en Chine. Le taux de femmes en Chine dans des positions élevées est environ 8%, alors qu'en Norvège, il est de 15 à 20%. Ce que nombre de sociétés ne réalisent pas est que l'amélioration de l'égalité entre hommes et femmes peut augmenter les performances de l'entreprise. Les sociétés ayant l'égalité des sexes dépassent les autres d'environ 20%. Réduire le fossé entre les sexes pourrait également améliorer l'économie mondiale. Si chaque pays ajustait ses progrès en matière d'égalité sur ceux de son voisin le plus dynamique, le PIB mondial pourrait augmenter de 12 000 milliards de dollars d'ici 2025. La Chine en bénéficiera le plus au niveau individuel, avec 2 500 milliards de dollars. Su Bing était responsable Chine pour une multinationale de la bijouterie. Elle a décidé de quitter son emploi après la naissance de son enfant pour fonder sa propre marque de bijoux. Mon travail était très intense et je voyageais beaucoup. C'était une période importante pour ma fille qui était en maternelle. Je voulais trouver un meilleur équilibre entre mon travail et ma vie privée et participer plus à la vie de ma fille. Fonder sa société est une alternative de plus en plus populaire pour les femmes dont la carrière se trouve bloquée. Les grandes sociétés internationales peuvent élargir vos horizons, mais pour toute femme qui atteint les 40 ans et qui est coincée dans le statut de cadre intermédiaire, il y a un plafond de verre difficile à briser. Mais l'entrepreneuriat n'est pas une sinécure pour les femmes cherchant à faire leur trou dans le monde des affaires.
Je dirais que 50% des entrepreneurs du secteur de la mode sont des femmes, mais les femmes manquent de compétences managériales et de confiance pour construire une équipe. C'est un chemin difficile que la création d'entreprises. Les hommes sont plus réalistes que les femmes. De plus en plus de femmes parviennent néanmoins à intégrer le club des ultra-riches malgré ces difficultés. 49 des 73 femmes milliardaires et parties de rien sont chinoises. Et elles ont déjà dépassé les hommes en classement et en croissance de leur fortune. Les 3 candidats aux élections 2016 des dirigeants de Taïwan ont participé au premier débat télévisé. Eric Chu du Kuomintang, Tsai Ing-wen du Parti progressiste démocrate d'opposition, ainsi que James Soong du parti Le Peuple d'abord, ont eu chacun leur tour 3 fois 10 minutes pour exposer leur projet politique. Regardons. Les relations avec la partie continentale de Chine étaient au cœur du débat. Tsai Ing-wen a rappelé que ce thème ne devait pas être utilisé comme un instrument électoral pour remporter le plus de suffrages. Je crois sincèrement qu'aucun des partis engagés ne doit utiliser le thème ultra-sensible des relations transdétroites comme instrument électoral pour remporter le scrutin. Mais Eric Chu n'a pas hésité à rappeler que c'était exactement ce que Tsai Ing-wen avait fait lors de la campagne des élections 2012. Lors des élections 2012, vous avez rompu le consensus de Taïwan pour gagner les élections. Mais beaucoup de personnes ne comprennent pas encore ce que le consensus de Taïwan signifie. Vous n'avez pas hésité à changer d'avis et à appeler au statu quo. Sur le même sujet, James Soong a déclaré que quelle que soit la rive du détroit, il y aura toujours une seule et même famille. Il a par ailleurs insisté sur la promotion d'une meilleure communication entre les deux parties. L'économie était un autre thème principal du débat. Eric Chu en a profité pour rappeler ses résultats obtenus en tant que magistrat du comté de Taoyuan. J'en profite pour rappeler que le comté de Taoyuan faisait face à un défi financier colossal, pouvant conduire à une faillite potentielle. Nous avons tout fait pour attirer les investissements et améliorer l'efficacité du système de gouvernance locale et augmenter le niveau global des compétences. Ainsi, le comté de Taoyuan est passé d'un comté potentiellement en faillite à une zone industrielle prospère. La candidate Tsai a balayé d'un revers de la main les arguments de son adversaire, en rappelant que personne n'avait tiré profit de ce changement. Actuellement, beaucoup de personnes luttent pour s'en sortir. Le nombre de personnes qui tentent de joindre les deux bouts est peut-être plus important que ceux qui ont réussi dans notre société. Ils n'habitent peut-être pas dans le nouveau Taipei ou dans le comté de Taoyuan, mais je peux vous assurer qu'ils sont partout ailleurs à Taïwan. Tsai Ing-wen a également profité de l'occasion pour interroger le candidat du Kuomintang sur le plan de son parti pour le développement à long terme de l'île. Elle a déclaré que les gens souffriront encore si les membres du gouvernement continuent à ne regarder que leur nombril. Eric Chu, quant à lui, a rétorqué en indiquant que la jeunesse de Taïwan était déjà sur la bonne voie. Le candidat a insisté sur le fait que le jeune Taïwanais était déjà engagé dans la vague d'innovation en réalisant jour après jour des avancées significatives. Les médias taïwanais rapportent que le nombre de touristes de la partie continentale de Chine en visite sur l'île de Taïwan pourrait être limité suite aux résultats des élections. Certains experts rappellent que si les élections ont pour conséquence de s'écarter du, je cite, consensus de 1992, qui est le fondement de la confiance mutuelle transdétroit, l'industrie touristique de l'île subirait inévitablement des effets néfastes à court terme. Nos 3 candidats doivent garantir la confiance mutuelle qui est le fondement partagé par les deux rives du détroit. Cette confiance mutuelle a été confortée cette année par la rencontre entre Ma Ying-jeou et le président Xi Jinping. Le consensus de 1992 est la base d'une politique commune. Une fois ce consensus mis à mal, les fondements politiques de la confiance mutuelle seront sérieusement affectés et les échanges subiront une baisse considérable, ce qui pénalisera en premier lieu l'industrie touristique de l'île. L'île tropicale de Hainan, située à l'extrême sud de la Chine, est une destination touristique très prisée des Chinois, mais aussi des étrangers, notamment en hiver où la température tourne autour de 20 degrés. Nous vous emmenons au 16e carnaval de Hainan, événement annuel qui ouvre sa saison hivernale.
était présent à la cérémonie d'ouverture du 16e carnaval du tourisme international de Hainan, qui se déroule cette année du 27 novembre au 27 décembre à Haikou, chef-lieu de la province de Hainan. Plus de 300 invités originaires de Corée du Sud, de Malaisie, du Myanmar, des Philippines et d'autres provinces chinoises. Le vice-gouverneur de la province et le gouverneur de Jeju, province sud-coréenne jumelée avec Hainan, ont tous deux prononcé un discours en chinois. Les artistes locaux et étrangers, allemands et sud-coréens, ont offert un spectacle joyeux. 30 candidates au titre de Miss Monde ont défilé. La finale du concours Miss Monde aura lieu mi-décembre à Sanya, une cité balnéaire très connue de Hainan. Plusieurs milliers d'étudiants, de touristes et d'habitants de Hainan assistaient au spectacle. Hello, we are from Thailand. Welcome to 2015 Hainan International Marine Tourist. Yay! We are some musicians from Bavaria and Austria, and we love to come visit your city here in China, in Haikou, in Hainan. 中国传统的文化在海南岛有着非常浓烈的体现。海南岛还有这个我们本地的3000年生活历史的这个黎族人。 Outre la cérémonie d'ouverture, l'exposition internationale du tourisme littoral de Hainan est également ouverte au public. Des stands représentant différentes villes de Hainan, des provinces chinoises et des pays asiatiques comme la Thaïlande et la Corée du Sud permettent au public de découvrir la richesse du tourisme littoral et les diverses activités de voyage. Roulotte, camping, cyclisme, yacht, golf sont tous présentés. 将会开发一大批新的旅游业态，你比如说医疗旅游、体育旅游、教育旅游、热带农业公园等等这些一系列的这些新的业态和产品呢，将会使得我们的旅游产品向高端化、度假化发展。 Des dizaines d'événements festifs ont lieu en marge du carnaval de Hainan dans différentes villes de l'île. Mais si vous recherchez quelque chose de plus tranquille, je vous propose de prendre un thé dans la forêt des pluies du mont Wuzhi. Il y fait frais en été et doux en hiver. La température moyenne est de 20 degrés. Sur le flanc du mont, en empruntant une passerelle en bois longue de 2000 mètres, vous trouverez des plantes tropicales rares et des arbres millénaires. Le thé est la principale culture du mont Wuzhi. Grâce à un climat propice, on y fait jusqu'à 9 cueillettes par an. 我们这个周边的环境是没有污染的，我们的空气、我们的水、我们的土壤都是非常干净的。所以的话呢，再按照传统的这种农耕的，用传统的农浆肥呀，不要除草剂啊，也不要化肥农药啊。然后的话呢，防虫靠什么呢？就靠这种天然的、自然的屏障。 La maison de thé Yessian se trouve juste au pied du mont Wuzhi. Les touristes sont invités à y prendre le thé ou à y apprendre à faire du thé. 我们的茶叶就是因为高海拔、低纬度，我们是离赤道最近的，我们一年的光照的时间非常的长，所以呢，它这种叶片充分的光合作用，它营养成分积累的很多，多酚的含量我们会在38.5，就每100克有38.5毫克的茶多酚，就抗氧化性能是很高的。那么昼夜温差大呢，氨基酸合成也多，所以它又甜又香又滑。 200 agriculteurs cultivent et sélectionnent le thé conformément aux normes unifiées de Madame Zheng. Les habitants de Hainan trouveront le thé Yessian dans les boutiques, les supermarchés et dans l'aéroport. Pour la clientèle lointaine, le thé peut s'acheter en ligne, principalement dans les grandes métropoles chinoises et les pays d'Asie. C'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Je vous retrouve tout à l'heure pour le prochain journal.